Salut jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Le premier épisode que j'enregistre cette année, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2017, plein de joie, de bonheur, d'amour, de sexe, mais également de très bons films en salle. On va d'abord, avant d'attaquer cette année qui va s'offrir à nous avec beaucoup de films, essayer déjà de clôturer un peu 2016. Je suis désolé, on repart un peu dans le passé, dans une année que beaucoup ont trouvé difficile, je peux le comprendre, en faisant une review des films que j'ai pu voir en novembre, mais également sur le mois de décembre. Allez, c'est parti, on a beaucoup de boulot. Le premier film de novembre est Snowden, d'Oliver Stone, un film qui nous parle de la vie d'Edward Snowden. Oui, je sais, c'est une drôle de façon de le présenter, mais on va attaquer comme ça. Moi, Oliver Stone, je l'aime beaucoup. C'est un réalisateur qui parfois est un peu à côté de la plaque sur ses sujets, mais que j'aime bien par son engagement, sa vision de l'Amérique, parfois très naïve, mais en tout cas, c'est un homme investi dans son cinéma. Et ce film va largement dans cette optique. Edward Snowden, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un garçon qui s'est révélé aux yeux du grand public pour avoir dénoncé les pratiques du gouvernement américain pour le fichage des humains, de la planète entière et surtout de sa propre population, en fait, de ses propres citoyens. Donc ce garçon a sorti le scandale parce qu'il a participé indirectement ou directement à celui-ci, et c'est ce qu'Oliver Stone veut nous montrer en partant d'un jeune homme patriote, très à droite, conservateur, voué, qui voulait faire une carrière dans l'armée, qui n'a pas pu pour des raisons physiques, et qui va se retrouver, grâce à son intelligence, propulsé sur des fonctions assez poussées dans l'administration américaine. Justement, la défense, le contrôle, surtout suite au 11 septembre, on a toute une génération d'Américains avant leur majorité qui ont connu cette catastrophe, et qui du coup ont eu cette volonté de défendre leur pays, ce qui est tout à fait louable. Lui, c'était vraiment le parfait petit Américain aux yeux de cette administration. Il va gravir les échelons, et il va surtout se rendre compte d'une chose, c'est que le peuple américain est lui-même surveillé par son gouvernement au même titre que des terroristes. Et c'est ça qui va l'embêter, qui va faire naître en lui une conscience peut-être même beaucoup plus à gauche qu'il ne l'aurait pensé, et qui va permettre donc à Snowden de faire éclater le procès, éclater cette affaire aux yeux du monde. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je trouve qu'avec un sujet comme celui-ci, Oliver Stone peut totalement se lâcher. Il peut prendre des partis pris, il peut y aller, ça reste la vision de ce mec. Je ne pense pas que ça soit non plus la vérité absolue concernant Snowden. Il y a un documentaire qui est sorti, Citizen4, sur le sujet. Même là, si c'est un documentaire qui filme donc ce qui s'est passé dans la célèbre chambre d'hôtel en Asie quand Edward Snowden a pu dévoiler cette affaire aidé par des journalistes, là aussi on reste sur la vision de quelqu'un. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais le cinéma c'est ça, c'est la vie de gens concernant un sujet. Leur façon de nous le montrer, de nous le proposer, de jouer avec nous sur ce sujet-là. Moi j'aime ça. Oliver Stone qui me parle de Snowden avec sa conviction, sa vision de la politique, son patriotisme le plus naïf, le plus simple possible, je trouve, pour moi, qu'avoir son film sur le World Trade Center par exemple. Ridicule, mais tellement sincère. Voilà, c'est ça moi que j'apprécie. Il a trouvé un personnage qui est sincère dans sa démarche, et c'est un réalisateur sincère dans sa démarche, et je trouve que ça marche totalement pour Snowden. La réalisation est impeccable. On ne tombe pas dans le procès d'intention gratuit. C'est assez nuancé, malgré un personnage assez tranché dans son avis et dans sa vision de tout ça. On a donc Joseph Gordon-Levitt qui interprète ce Edward Snowden, qui ne va pas jusqu'à l'imiter pour en faire une pâle copie ou une caricature, mais qui va prendre des traits, une façon de se tenir. On a également l'héroïne de Divergent, j'ai oublié son nom, vous m'en excuserez, qui je trouve est vraiment excellente en complément d'Edward Snowden. Elle y joue sa compagne, plus effacée, mais qui amène une certaine conscience sociale. Le mot est un peu fort, c'est pas comme ça qu'on l'exprime aux États-Unis, mais on va dire beaucoup plus humaine, beaucoup plus ouverte sur les autres, sur une faculté à être nuancée. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Snowden, je le classe vraiment dans le top des films de l'année 2016. Vraiment, c'est un putain de bon film. Oliver Stone s'exprime à merveille. Clairement, Snowden est une muse pour lui dans ce film, et je vous le conseille avec une note de 7 sur 10. N'hésitez pas, si vous avez peur de cette histoire d'Oliver Stone,
Bah déjà, je pense que c'est une bonne entrée en matière si on ne connaît pas l'histoire, et ça nous permet de voir que quand même, les vieux réalisateurs savent toujours y faire. Je vous propose de continuer à explorer les réalisateurs américains que j'aime beaucoup avec le dernier film de Ron Howard, Inferno. Alors Inferno, c'est peut-être pas le meilleur film pour apprécier Ron Howard, mais je dois avouer que j'ai un petit faible pour cette trilogie de films autour du personnage de Robert Langdon, cette espèce d'historien détective qui avait donc remonté la famille de Jésus-Christ, rien que ça dans le Da Vinci Code, qui avait affronté le Vatican dans Angers Démon, mon préféré, et qui va devoir maintenant affronter un riche scientifique un peu foufou qui veut tuer une bonne partie de la population parce qu'on est un peu trop nombreux. Sympathique. Sympathique, le film l'est, mais ça devient lassant. Vraiment, c'est le troisième volet de cette trilogie, et je dois avouer que ça y est, je m'en suis lassé. C'était pas foufou déjà les deux premiers, j'avais un petit faible pour, je confirme, hein, j'aime toujours autant pour les avoir revus un petit peu avant. Mais voilà, une fois qu'on a compris le jeu de piste, une fois qu'on a compris... une fois qu'on est un petit peu lassé des références historiques, toujours intéressantes, hein, artistiques aussi, et religieuses, je trouve que ça tourne un peu en rond. Pourtant, Ron Howard, il y va. Hein, on change un petit peu de cet aspect religieux, on s'en écarte légèrement pour aller un petit peu plus sur la science, toujours avec un lien vers l'art, l'enfer, donc il y a quand même toujours ce poids religieux au-dessus, hein, c'est pas anodin non plus, un petit peu moins je trouve, mais ça marche moins bien. Je trouvais ça un petit peu plus poussif, l'action un peu plus forcée aussi, parce qu'il faut toujours mettre un rythme, le temps à tout ça, pour vraiment qu'on soit convaincu de la difficulté rencontrée par ce détective historien, toujours interprété par Tom Hanks, hein, il le tient son personnage, petite coupe de cheveux toujours au top, enfin bon, vous m'avez compris, c'est la même chose. J'ai un peu plus de mal. Et pourtant, on a essayé, hein, Ron Howard, il me met un personnage qui a des doutes, qui a des visions, donc du coup je devrais ressentir du doute, me dire il y a un problème. Oui, mais ça fait illusion. C'est pas ce que je retiens de Ron Howard. Je pense qu'un troisième volet de film ne permet pas non plus à ce monsieur de s'exprimer totalement. Si vous avez aimé le 1 et le 2, oui, enchaîner avec le 3, c'est pas désagréable. Si vous étiez déjà pas fan du premier et du 2, c'est à éviter complètement. Omar Sy, il est toujours sympathique à voir, mais bon, c'est des petits rôles, quoi. Il y a peut-être que chez nous que ça excite un petit peu, on va dire. Et, en passant, mon petit Tom Hanks. Premier film, il y a une petite jeune fille charmante, Audrey Tautou. Le deuxième, je me rappelle plus du nom de l'actrice, mais encore plus charmante. Et là, c'est Felicity Jones, rien que ça. Par contre, c'est pas la Felicity Jones qu'on peut avoir dans quelques minutes après minuit. Hein. C'est la Felicity Jones en mode un peu effacé comme dans Rogue One. Donc bon, c'est pas non plus une grande performance de sa part, mais est-ce qu'il y avait vraiment moyen de s'exprimer avec ça ? Je lui mettrai la note de 5,5 sur 10, et je suis gentil parce que c'est Ron Howard. Ouais, il faut vraiment que ça s'arrête ces conneries là, c'est fini maintenant. On continue avec un autre réalisateur que j'aime énormément, je dois pas être le seul, Robert Zemeckis pour Allier. Allier, un film donc sorti en novembre, qui nous raconte l'histoire de deux espions qui se rencontrent au Maroc. D'un côté Brad Pitt, de l'autre Mario Cotillard, ils n'ont rien pour s'aimer, finalement ils finiront bien sûr ensemble. Ils ont une mission, assassiner un commandant nazi, ça va les rapprocher, ils vont aller plus loin, faire une famille, se retrouver dans un Londres bombardé continuellement par le Troisième Reich, et là va venir la problématique du film, c'est que notre espionne elle est peut-être au service de ce même Troisième Reich. Et c'est son mari qui va devoir le prouver ou non. Voilà. On part de ça, c'est un petit peu vous résumer une bonne partie du film, mais c'est un film qui met beaucoup de temps à se mettre en place, mais qui n'est pas ennuyeux parce que le génie de Zemeckis s'exprime à nouveau, encore et encore. Ça c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, et pas seulement pour des voyages dans le temps, pour beaucoup de choses. Ce que j'aime avec ce mec, c'est qu'il raconte toujours aussi bien les histoires, et qu'il met au service de ces histoires une réalisation, tous les moyens techniques mis à sa disposition. C'est pas quelqu'un d'has-been qui va rester dans un cinéma, et c'est très bien aussi, hein, mais qui va se dire, si je peux raconter cette histoire en utilisant des techniques de cinéma qui peuvent me permettre d'y arriver, de rendre ça impressionnant, de rendre ça magique, de rendre ça vivant, bah il va le faire. Et c'est vraiment ce que vous aurez en regardant Allier, que je conseille, mais vraiment absolument, c'est vraiment un film, c'est un must-to-see en 2016, si vous l'avez pas vu, il y a un problème, il faut foncer dessus.
parce que c'est encore de la virtuosité, c'est juste magnifique. Je vous donne deux plans. C'est deux plans dont beaucoup de monde a parlé, mais c'est vraiment, pour moi, ça représente vraiment le génie, le mot est fort, mais le talent de ce Robert Zemeckis. C'est un plan, une scène d'amour dans une voiture en plein désert au Maroc. La première scène d'amour entre ces deux personnages. Dit comme ça fait très film érotique, après culture pub sur M6. Les vieux savent, les vrais savent surtout. Et je dois dire que cette scène est juste magnifique. Parce que ce film, il se veut glamour, il se veut en hommage à tout ce cinéma un petit peu... les grandes épopées avec ces beaux acteurs, ces belles actrices, ces histoires d'amour, cette musique qui vous prend par les émotions pour vous amener vers l'amour. Enfin, vous voyez un petit peu le cinéma qu'on a tendance à moins faire parce qu'on est beaucoup plus pessimiste, je pense. C'est la mode actuellement et c'est normal vu le contexte. Mais voilà, Zemeckis, c'est du rêve, c'est une volonté de nous amuser, de raconter une histoire, de bien la raconter, de la conter pour être plus précis. Et cette scène d'amour, dans une voiture avec une caméra qui tourne autour à une vitesse folle, sans que jamais on soit perdu, sans qu'on trouve ça illogique au final, c'est juste magnifique. Deuxième scène, plus courte mais plus intense. Un accouchement avec un bombardement, si ça vous dit, Zemeckis l'a fait, c'est juste magnifique. Encore une fois, on est dans ce côté très puissant, très pas théâtral, mais vraiment une envolée de sentiments, une histoire qui a un pic émotionnel. Enfin, vous voyez un peu ce style, c'est vraiment ce que j'ai eu avec Zemeckis. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. J'ai trouvé ce film génial. J'ai trouvé aussi les interprètes magnifiques. Mario Cotillard, on a souvent tendance un peu à la tacler. Il y a de quoi quand on voit certains films. Je pense que c'est une actrice, si elle est mal dirigée, comme beaucoup d'actrices au final, elle s'en sort pas. Mais quand elle est bien dirigée avec un personnage bien épais, c'est là qu'elle peut donner le meilleur de soi. Et là, vraiment, c'est une très grande prestation de Marion Cotillard. Poignante, troublante, dérangeante. Ouais, vraiment, le personnage est beau. La fin du film ne fait que confirmer ce que je pense de la beauté du personnage et de l'interprétation de Mario Cotillard. Et Brad Pitt, qui a un visage qui fait un peu CGI, alors que c'est sa tête, en fait. Donc le chirurgien fait des beaux CGI, c'est magnifique. Un petit peu boursouflé, un petit peu, mais toujours prenant, toujours une émotion dans les yeux, un beau personnage, on a vraiment beaucoup d'empathie pour lui, le doute qu'il a autour de sa femme, on le comprend, on l'accepte, on le redoute, voilà, il est captivant, et c'est vraiment très fort, et c'est surtout bien géré par Zemeckis, qui va éclairer ces personnages magnifiquement, qui va les mettre en valeur, toujours ce souci de glamour, enfin, moi, vraiment, ce film, j'ai adoré, c'est... Pas parce que je suis un fanboy de Zemeckis, et puis oui, je le suis, je l'accepte et je le revendique même, mais c'est surtout que c'est du grand cinéma, et ça confirme tout ce que je pense de lui, et c'est très con de dire ça, parce que c'est évident de dire que c'est un bon cinéaste, je peux pas comprendre l'inverse. Il a tenté des choses, il se remet toujours en question, il est pas has-been, il est toujours dans l'air du temps, il fait même avancer le cinéma pour moi. Il n'a qu'à voir The Walk l'année dernière, on en avait parlé lors d'un débat, et il n'a pas trop bien marché, et pourtant ce film c'est un spectacle, c'est une belle histoire, c'est un beau conte moderne en fait, et allié vraiment dans cette ligne-là, pas du tout sur le même sujet, mais toujours dans cette volonté de dépasser son cinéma, de dépasser sa narration, de vous proposer une belle histoire, captivante, émouvante. J'en fais beaucoup, mais putain, le film le mérite, et je lui mets la note de 7,5. Faut vraiment que vous le voyez, j'insiste, s'il vous plaît, regardez-le. Et oui, Disney. Alors j'ai pas envie de passer pour oui, Disney c'est nul, non, c'est très bien, ils savent très bien faire des films, ils savent très bien vendre des films, ils savent très bien produire des films, il n'y a rien à dire. Vaiana, ou méchamment je l'appelle la Reine des Neiges version Tahiti Douche, c'est très méchant, mais bon, je dois avouer que j'ai pas du tout adhéré à Vaiana. C'est très basique, il n'y a rien de dingue, c'est une histoire de... ça a tout pour partir sur une histoire de princesse très classique Disney, pour au final nous faire une sorte d'histoire d'élus, qui va paraître fraîche, mais en fait c'est ultra basique de faire l'histoire des élus. Mais c'est très bien, c'est juste ce qu'on raconte depuis la nuit des temps, c'est très efficace, ça Disney sait très bien que ça va fonctionner. Alors ils sont partis sur l'Océanie, sur la culture de la Polynésie, etc. On y émet des doutes, je repense aux discussions qu'on avait pu avoir avec Charles du monde de Charles, il y a beaucoup de doutes là-dessus, mais c'est pas grave, on y va
pas spécialement pour ça. Enfin, c'est grave éthiquement, mais c'est pas grave dans le résultat fini. Pour vous resituer tout ça. Moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que déjà, je suis pas la cible, clairement, que c'est ultra basique, que c'est très beau, mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un Disney, et heureusement que c'est beau, il manquerait plus que ça. Sachant qu'on peut faire tout aussi beau avec moins d'argent aussi. Maintenant, on n'a qu'à voir la qualité de l'année cinéma en animation en 2016. Hein. Moi, ce qui m'énerve un peu avec ce film, c'est que mais l'héroïne, très bien, je comprends la destinée qu'elle a, la volonté qu'elle a d'évoluer, je suis jamais surpris, mais il n'y a pas de souci. Bon, déjà, c'est un Disney qui chante, et je suis vraiment pas fan, mais c'est pas un défaut, c'est juste moi qui aime pas. Je comprends qu'on puisse adorer ce film, parce que ça chante, et elles sont plutôt jolies, les musiques, hein. C'est juste moi qui suis pas fan de tout ce qui chante. Mais c'est qu'il y a un embouteillage de second rôle, de comic relief, c'est abusé. J'ai trouvé ça lourd, ils se marchent tous sur les pieds. Alors on a notre Vaiana, heureusement. On a un petit cochon sur la première partie et un petit peu à la fin, une espèce d'animal de compagnie. Pas trop relou, mais au final tu l'enlèves, ça change pas le film. On a un poulet débile, qui a beaucoup marché, mais moi je trouvais ça débile, tout simplement. On a donc la rencontre de cette princesse qui doit donc sauver son île, j'en ai oublié de résumer le film tellement, qui doit sauver son île d'une destruction un peu mystique qui correspond à des légendes, la légende prend vie, et elle va donc aller au-delà de la légende et aller rencontrer un demi-dieu polynésien qui va donc l'accompagner, une espèce de buddy movie, de personnages qui sont contraires mais qui vont s'associer, s'apprécier, enfin grand classique mais efficace, c'est pas un reproche. Alors, lui il est plutôt efficace, mais il a un tatouage qui le représente qui vient se rajouter encore au comic relief. Et un dernier personnage, l'océan. Peut-être celui que j'ai trouvé le plus beau, techniquement déjà, et surtout le plus utile à la narration, qui a amené des gags plutôt marrants, plutôt efficaces. Donc on se retrouve avec un cochon inutile, un poulet débile, un dieu, mais c'est logique, le tatouage du dieu, et l'océan. Ça commence à faire beaucoup pour accompagner cette petite princesse. Je sais que c'est plutôt apprécié Disney et je veux vexer personne, si vous avez kiffé, génial. Mais bon, cette année, il y a eu Zootopie, j'ai trouvé beaucoup plus efficace. Peut-être parce qu'il était un peu plus mature et que ça me parlait plus. À une petite gamine de 8-10 ans, elle va kiffer Vaiana, hein, c'est sûr. En plus, on nous montre pas juste une princesse qui attend d'être sauvée dans son château. Non, c'est une princesse qui va au-delà de l'aventure. Mais on a transformé une histoire basique de princesse en partant sur une autre histoire basique d'élu du peuple. Et c'est très bien, c'est très très bien. Il n'y a rien de foufou, quoi. Techniquement, c'est aussi bon que tous les autres Disney qu'on a eu. L'histoire, c'est d'imprévisible. Beaucoup trop de personnages autour de cette princesse. Pour au final, quelque chose que j'ai déjà vu plein de fois. Après, un gamin tombe là-dessus, ça fait partie de ses premiers plaisirs, ses premières séances de cinéma. Il y a de la chanson, il y a des couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Il va kiffer. Donc, moi, ça sera un 4,5 parce que je crois que je suis plus la cible. Parce que non, je ne suis pas un hater de Disney, mais c'est comme tous les produits qu'ils proposent. Et produit n'est pas péjoratif, c'est un business, messieurs, dames. J'ai déjà vu 20 fois la même chose, donc voilà, c'est sympathique, mais c'est en plus, quoi. Donc 4,5 pour moi. C'est méchant, je sais, mais bon, la vie c'est pas Disney. On va clôturer ce mois de novembre, pas avec n'importe qui, avec Clint Eastwood, rien que ça. Clint Eastwood derrière la caméra, qui après American Sniper, vient nous raconter l'histoire de Sully, un pilote américain qui a réussi l'exploit lorsque son avion fut percuté par des oiseaux, de le poser sur un fleuve, le fleuve Hudson, autour de la ville de New York. Il a ainsi sauvé 155 vies, hein, si je ne dis pas de bêtises, dont la sienne, et il a surtout dû affronter une administration et une compagnie qui l'employait pour se justifier de son acte. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et c'est là que Clint Eastwood est fort. C'est qu'il aurait pu, pour moi, et je m'attendais à ça, nous raconter le crash en finalité de son histoire et nous montrer tout le développement de celle-ci, les personnages. Et j'avais vraiment peur de ça, de me dire, je connais la fin, quel est l'intérêt? Parce que j'ai oublié que c'est qu'une histoire, c'est pas tant ce qu'elle raconte, c'est la façon dont elle est racontée qui compte. Ça peut, d'une histoire banale, devenir quelque chose d'exceptionnel. Là, c'est un fait divers, c'est exceptionnel, c'est un acte de bravoure d'un héroïsme le plus simple. Je sauve des vies, je fais mon boulot, je pense pas à moi,
pense pas, je réagis et je fais le bon choix, j'ai pas le choix et je le fais le plus naturellement possible. Et le film lui rend tellement hommage à ce pilote, c'est assez touchant. Je suis sorti, j'allais dans la salle en me disant, ouais bah ouais, l'avion il l'a posé, c'est cool, bah on va voir l'exploit, c'est très bien, c'est très louable, mais Clint Eastwood, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Est-ce qu'il y a vraiment matière à faire plus? Et au final, je suis ressorti, j'avais la gorge totalement nouée. Le film est juste magnifique, les émotions ils sont justes, ils sont précises, un peu comme l'atterrissage, parfait quoi. Et je dois dire que ouais, je suis sorti, j'étais un petit peu bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Un héros du quotidien, un héros banal, c'est ce qu'il essaie souvent dans ses films de montrer. Des héros entiers aussi, c'est un personnage profondément gentil, profondément humain, premier degré, un petit peu comme le cinéma de Clint Eastwood ou de Mel Gibson quand on a fait Tu ne tueras point en débat, c'est très premier degré mais pas dans le mauvais sens du terme, il y a une sincérité, il y a une humilité, il y a quelque chose de concret, il n'y a pas une volonté de se la raconter ou au contraire d'être là pour rire, non non, c'est juste, c'est juste, voilà, on va pas aller plus loin que ça. Ce que j'ai apprécié moi dans la réalisation, c'est que il y a des petites choses, des petites idées qui donnent beaucoup d'épaisseur au film. Il va capter l'atterrissage, nous le montrer de différentes manières, avec des placements de caméra différents, des sources de son aussi qui sont différents. On va entendre les gens crier dans l'avion, on va voir ce que vivent les pilotes dans leur cockpit, on va subir aussi l'amérissage forcé au niveau des hôtesses, plein avec des enregistrements audio lors du procès qui est fait carrément à ce pilote. C'est bête, c'est simple, mais c'est diablement efficace. Il y a aussi une manière pour Clint Eastwood, quelqu'un qui aime, un peu comme Silverstone, qui aime beaucoup son pays, peut-être pas de la même manière, mais vous m'avez compris, quelqu'un de patriote, quelqu'un d'entier, quelqu'un de dévoué à son pays, peut-être un peu trop parfois, mais bon, que voulez-vous, au moins c'est tranché, c'est après tout la vision d'un homme, donc il faut l'accepter tout simplement, il faut pas la rejeter, il faut mettre un peu la sienne de côté pour la vivre, et moi, pour moi, Clint Eastwood, il n'a pas peur d'affronter de façon très directe, frontale, c'est vraiment le meilleur mot, le 11 septembre. C'est aussi con que ça, c'est très basique, plein d'autres l'ont fait, mal fait. Lui, il l'a très bien fait en nous montrant les possibilités du crash si le pilote n'avait pas fait le bon choix. Il serait crashé sur des bâtiments. Bizarrement, ça rappelle de manière très frontale, encore une fois, le 11 septembre. Il y a une manière d'exorciser tout ça que je trouvais vachement intéressante, une certaine fierté, mais pas dans le mauvais sens du terme, et surtout une volonté de nous montrer une Amérique unie, parce qu'il n'a pas fait qu'amérir et sauver des gens, c'est que toute la ville s'est organisée pour aller sauver ces gens, parce que bon, l'eau était un peu froide, c'était pas non plus les Bahamas, donc du coup, on voit toute une ville en effervescence, des policiers, des pompiers s'associer pour aller sauver avec une finalité heureuse tout ce qui ne s'est pas passé pour le 11 septembre, où les mecs ont été surpris, ont bien travaillé, j'en doute pas, mais la finalité était malheureuse, ils n'ont fait que ramasser des débris et essayer de colmater le mieux qu'ils pouvaient cette crise, et c'était difficile. Là, ça a moins d'ampleur, mais il y a une symbolique que j'ai trouvée intéressante, et ça, Clint Eastwood sait le saisir par expérience, par sa personnalité. J'avoue que je m'attendais à juste avoir un banal, vous m'avez compris, amérissage, un petit peu comme j'ai dit beaucoup de bien de Zemeckis, mais le Flight de Zemeckis, je le trouve un peu moins bon, par exemple. Très fort, très juste, avec un beau personnage, mais moins percutant que ce qu'a pu faire Clint Eastwood dans son Sully. Ces mecs qui ont sauvé des gens parce qu'ils ont fait leur métier, parce qu'ils ont trouvé que c'était le meilleur choix, et ça leur a plutôt... ça s'est plutôt bien passé pour eux, quoique. Quand on voit cette remise en question du héros, on ne peut que s'attacher à lui, en plus de l'héroïsme dont il a fait parler. Ouais, c'est un beau film, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de très simple, très basique, bien fait, correct, pas marquant, mais pas détestable, appréciable. Et putain, c'était une petite claque d'émotion, encore une fois, quoi. Une de plus en 2016. Je lui mets la note de 7 sur 10, et ce livre, vraiment... Ne serait-ce que pour l'association Tom Hanks et Clint Eastwood, ça vaut vraiment le coup d'œil. N'hésitez pas à foncer. On continue sur le mois de décembre. Ça sera un petit peu plus léger, j'ai vu moins de films.
Il faut dire que le mois de décembre était trusté par les fêtes, mais aussi par Rogue One, on va pas se mentir. Mais c'est surtout que j'ai vu que les films qu'on a traités à la table ronde, sauf deux. Rassurez-vous, on va continuer un petit peu à explorer ces rattrapages de séances du baroudeur avec Passenger. Vous attendez peut-être à mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors Passenger, c'est quoi? C'est de la science-fiction, c'est surtout une amourette dans l'espace. On a donc un vaisseau qui transporte des humains en hibernation, qui sont partis donc de la Terre, notre chère Terre, pour aller sur une autre planète qui semble être aussi viable et vivable que la Terre. Et le voyage est tellement long qu'on a préféré mettre en hibernation tout ce beau monde pour pouvoir, une fois arrivé sur place, s'éclater, repeupler, polluer et détruire une planète. En gros, c'est ça. Sauf qu'on en a un qui a pas de chance, c'est Chris Pratt, qui va donc se retrouver suite à un souci technique réveillé, qui va donc errer dans un grand vaisseau, seul, comme un con. On comprend sa détresse, sa solitude, on le voit souffrir, on le voit aussi s'amuser, parce que bon, Chris Pratt, c'est un mec cool, tu comprends, dans les blockbusters, il fait toujours la même chose et ça m'énerve, personnellement. Je pense qu'il est capable de faire mieux et j'en ai un petit peu marre, même s'il le fait vachement bien, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Sauf que Chris Pratt s'emmerde un peu, je pense que bon, ça doit lui gratter un peu, et décide de réveiller une meuf au hasard qui est jouée par Jennifer Lawrence, pour lequel il semblerait qu'il soit tombé amoureux, je peux le comprendre, mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'il va décider donc de réveiller cette jeune fille, malgré le fait que si elle est réveillée, elle n'arrivera jamais au bout de ce voyage, parce qu'il est bien trop long pour l'espérance d'un humain, et il va donc... pas lui dire, entretenir une relation avec elle, forcément ils sont plus que deux, ils sont beaux tous les deux, ils vont finir ensemble, elle va apprendre la vérité, ils vont devoir donc gérer avec ça, et surtout ils vont devoir faire face à des péripéties, un vaisseau fantôme qui part totalement en couille, et c'est ça Passenger, c'est hyper maladroit, c'est visuellement plutôt beau, c'est peut-être ce qui compte. Le vaisseau est plutôt ouf. Il m'a fait penser au vaisseau vivant où vivent les humains dans Wall-E, pour vous situer un petit peu ce délire. Très brillant, très utopiste, très fantasmé, gigantesque. C'est plutôt beau d'ailleurs, hein. Il y a un passage dans une piscine qui sont assez magnifiques. On s'en sert d'ailleurs pour faire une petite péripétie qui est pas désagréable. L'amourette est gentillette, voilà, c'est le mot, les deux s'accordent plutôt bien, même si je trouve que Chris Pratt est bien meilleur que Jennifer Lawrence. C'est dire le niveau de Jennifer Lawrence, qui est totalement en roue libre, qui semble être perdu dans ce blockbuster qui arrive en fin d'année, qui est lui-même perdu au milieu de toutes ses sorties. C'est pas désagréable, mais ça vaut pas une séance de ciné, c'est un truc qu'on rattrape vite fait en DVD, et encore, vous m'avez compris. Enfin, il y avait un beau potentiel. Le film soulève quelques questions sur la solitude, sur le fait de pouvoir décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Mais ça ne fait que les soulever, ou du moins les éclairer, ça n'est jamais traité, et surtout on retombe toujours dans cette volonté de faire un blockbuster où il y a des blagues, Chris Pratt oblige, où il y a de l'action, pourquoi pas, où il y a des beaux visuels, ils sont pas dégueux, mais où il se passe pas grand chose, et parfois c'est à deux doigts du nanar, parfois on est dans le navet complet. Ouais, j'ai pas du tout adhéré, c'est plus que moyen, ça se tient dans l'état, mais voilà quoi. On mérite un petit peu mieux quand même, je pense. C'est pas honteux, mais c'est un énième blockbuster très classique qui propose rien de foufou quoi. Et pourtant, je pense qu'il y avait vraiment une base, une idée de base intéressante, pas révolutionnaire, mais qui avec un traitement intéressant aurait pu être quelque chose de très fort. Psychologiquement, on aurait pu un peu plus torturer ces personnages sans tomber non plus dans le malsain, hein. Ça pourrait rester très accessible, mais vraiment qu'on ait quelque chose qui nous fasse réfléchir sur notre condition d'homme, comme doit le faire la science-fiction en général, où on aurait pu tomber dans quelque chose d'épique, grandiose, à la Star Wars aussi, pourquoi pas? Non, c'est juste deux acteurs vendeurs dans un film qui paraît vendeur. Je pense qu'on vous mettra l'affiche autour de ma magnifique tête, mais quand je vois l'affiche, on dirait une pub pour un parfum, quoi. Passenger de L'Oréal, enfin, c'est clairement ça. Je vais lui mettre la note de 5 sur 10 et je pense que je vais regretter sa note, je suis très gentil. Ouais, c'est une amourette dans l'espace, quoi, pas plus. Dommage. Dernier film que je vais traiter, dernier film que j'ai vu au mois de décembre, que j'ai plutôt rattrapé début janvier, c'est Your Name, un film d'animation japonais qui confirme que l'année 2016 en animation était complètement folle, diverse et surtout très amusante et très qualitative, j'insiste. Your Name, qu'est-ce que ça raconte ? C'est un film qui nous raconte l'histoire de deux jeunes gens, deux jeunes japonais,
un garçon, une fille, un garçon très citadin qui vit à Tokyo avec toute l'effervescence de cette ville, et une fille qui est elle plutôt dans un côté rural, traditionnel, plus simple, plus dans la nature. Et ces deux jeunes gens vont se voir échanger leur corps régulièrement, sans logique, de manière très aléatoire, avec une perte de repère totale et surtout un concept plutôt amusant pour le film de montrer ces deux jeunes gens qui changent de corps. C'est des adolescents, ils ont déjà du mal avec leur propre corps et vont devoir vivre dans le corps de quelqu'un d'autre du sexe opposé. Donc je vous laisse imaginer toute la gêne, tout le côté un peu puéril que ça peut amener avec un humour très léger mais assez rafraîchissant. Et une deuxième partie du film qui va au-delà de ce simple concept pour être drôle et marrant et intéressant et amusant. C'est un concept qui va aller plus dans le drame, dans la perte de repères encore une fois, mais pour nous spectateurs, de comprendre la logique du film. C'est vraiment un film très riche qui arrive à rebondir de son propre concept pour aller sur quelque chose de très intéressant. Et c'est une totale réussite, vraiment c'est un très beau film d'animation. Je suis pas très connaisseur en film d'animation japonais, par exemple les sentiments, la façon de montrer les sentiments, de les exprimer, j'ai parfois du mal un peu à les... Et je les trouve un peu excessifs. Et c'est parce qu'aussi je suis quelqu'un de très en retenue sur mes sentiments, et je pense que c'est très occidental aussi, et forcément face à des japonais qui ont peut-être tendance à avoir une culture très réservée, mais qui vont parfois avoir des échappatoires sur ce type de film pour pouvoir les exprimer. Ça n'a pas honte de ce que ça raconte, ça n'a pas honte de faire des blagues sur un mec qui change de corps et qui se touche les seins, bah forcément on l'aurait tous fait. Pareil pour la fille qui elle aussi va découvrir le corps d'un homme, enfin vous voyez tout ce côté un petit peu gamin, candide, c'est plus le mot candide, parce que je trouve que gamin c'est négatif, candide aussi, mais non. Candide, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, je trouve, dans ce côté candide, j'insiste. C'est vraiment le mot que je suis ressorti, je me suis dit ça. Et c'est surtout un film qui, malgré ses apparences un petit peu légères, adolescentes, etc., traite des thèmes un peu durs. Forcément, cette opposition Japon moderne, Japon ancestral, le refus de ses racines peut-être... le fait de les perdre petit à petit au nom de la technologie, etc. Il y a un rapport à la catastrophe aussi, quand on connaît le passif du Japon, même au-delà des bombes nucléaires, récemment un tsunami avec une catastrophe nucléaire derrière. On est là-dedans, si on remet un peu dans le contexte, on peut vraiment apprécier le film aussi par cette optique-là. Il y a une richesse, il y a une épaisseur, c'est pas juste... kawaii, c'est drôle, c'est rigolo, ils sont mignons. Non, il y a autre chose. C'est un vrai film qui se tient avec des moments d'émotion excessifs, hein. Mais ça, c'est plus moi qui ai un problème de perception par rapport à cela. Si vous aimez ce côté-là, ce côté très premier degré dans le sentiment, vous allez adorer. C'est un très beau film. Je suis content, en fait, vous savez quoi, de ce film, c'est que il est sorti entre les fêtes, une petite distribution, puis finalement il s'est retrouvé dans des grands cinémas avec une VF, donc qui lui permet peut-être aussi d'aller toucher un public un peu plus large, et ça je suis très content. Il y a eu un bon bouche à oreille, de bonnes critiques, ça a été très positif, il y a vraiment une effervescence autour de ce film, et j'avoue que je veux continuer à, moi aussi, à mon petit niveau, entretenir cette effervescence. Je conseille ce film. Je vais lui mettre la note de 6,5, ça peut paraître ridicule, mais c'est parce que c'est pas forcément quelque chose qui me touche profondément, mais je vois qu'il y a de la profondeur dans ce film. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous transmettre, malgré un concept qui aurait pu être juste là pour nous amuser pendant 1h30, et ça aurait été très bien. Hein. Non, on va plus loin, on essaye de nous mettre en danger, d'aller un peu nous chercher dans des émotions diverses, dans des propos divers. Il y a de l'épaisseur, il y a de la profondeur, et ça j'aime beaucoup dans le cinéma d'animation en général. C'est accessible à tous. Il y avait dans cette salle de cinéma où je l'ai vu des gamins, des parents, des gens plus âgés, et je les ai vus rire au même moment, je les ai sentis s'émouvoir aussi au même moment. Ouais, c'est vraiment une réussite, ce Your Name, et je le conseille vivement. Il faut le rattraper, c'est dommage qu'il soit sorti un petit peu comme ça entre les fêtes, c'est compliqué, malgré, encore une fois, une effervescence que je trouve magnifique. Ça va assez bien avec ce film qui est très pétillant, très rafraîchissant, je le conseille vivement. C'était donc le baroudeur du cinéma qui me permet de me mettre à jour, et c'est pas mal. En ce début d'année, j'aimerais prendre quelques résolutions que je ne tiendrai pas, comme toujours, comme la salle de sport, comme manger moins gras, et être plus gentil, en indiquant que j'aimerais être un peu plus à jour sur le contenu que je vous propose.
C'est certains contenus compléments de la chaîne, la priorité reste le débat, et je prends toujours autant de plaisir à y être présent, à les animer comme à y participer. Voilà, on va essayer d'améliorer encore ce contenu, il est perfectible, mais en tout cas, j'y mets la plus grande des sincérités, la plus grande des humilités, j'espère que vous le ressentez. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre avis sur les films, c'est hyper important d'avoir vos retours, parce que des fois je peux être complètement à côté de la plaque ou ne pas voir bien les choses, ou alors pour me conforter aussi dans mon avis et que je ne sois pas le seul à penser certaines choses, notamment sur des films Disney. Non, mais en attendant, jeunes gens, j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une bonne année, et j'aime à me dire qu'il y a quelqu'un qui tombera sur cette vidéo en plein mois de juillet, qui va se dire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Allez, à plus jeunes gens, à bientôt. Mais je me recoiffe et je t'emmerde.